Bienvenue dans Insulaire, le podcast où on invite des personnes venant des îles à venir raconter leur parcours scolaire et professionnel. Je suis Laetitia, data manager clinique, originaire de Mayotte et de Moélie. J'ai pour ambition de faire de ce podcast la source de référence pour nos jeunes. En effet, pour les personnes venant des îles, il est parfois compliqué d'avoir accès aux universités ou écoles lors des portes ouvertes. Alors imagine un endroit où on pourra regrouper une multitude de parcours scolaires et professionnels avec en plus un retour d'expérience. Cet endroit, tu l'as déjà et c'est Insulaire Podcast. Alors sans plus attendre, je te laisse découvrir l'invité du jour. Bonjour Rafim, comment vas-tu? Bonjour, ça va bien, merci. Et toi? Je vais super bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs et nous dire qui tu es et d'où tu viens, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Alice Oliration, je suis de Mayotte et actuellement je travaille au sein de la métropole de Toulouse en tant que gestionnaire de la programmation des investissements de la collectivité, à savoir de l'agglomération de Toulouse Métropole et de la ville de Toulouse. Merci pour cette présentation et pour permettre à nos auditeurs de te connaître un peu plus, est-ce que tu peux nous parler de tes passions ou intérêts dans la vie? Alors, passion intérêt, je vais tout simplement dire, je suis quelqu'un qui aime le foot, glander, hein, et aussi et surtout faire des barbecues, mais pas n'importe quelle saison. Un Maoré qui aime faire les barbecues. Oui, certainement. On aime les bonnes choses, hein, mais pour pouvoir se offrir les bonnes choses, il faut s'investir. Donc voilà, on se donne les moyens de pouvoir mener cette vie-là, même si on est loin, parce que ça fait un moment que je suis en France hexagonale. On a toujours besoin de ce genre de moments pour ne pas oublier d'où l'on vient et pourquoi on est là. Et Rafim, est-ce que tu peux, pour les jeunes qui nous écoutent, expliquer de manière très simple le métier que tu fais? Je suis chargé de programmation des investissements dans une collectivité territoriale. C'est mairie, département, conseil départemental, intercommunalité. Alors, le chargé de programmation d'investissement occupe une fonction essentielle dans la planification et la gestion des projets d'investissement public, puisqu'il est en charge du pilotage des investissements. Il est aussi essentiel dans le sens où il doit veiller à l'optimisation de la ressource financière tout en respectant la trajectoire financière choisie par la collectivité en matière d'épargne. Quand j'entends épargne, c'est l'autofinancement ou d'endettement. Il assure l'élaboration et le suivi du programme d'investissement. Il conçoit, actualise le programme d'investissement, établit des priorités d'investissement, bien sûr en lien avec les politiques, hein. Il assure la coordination et le pilotage des projets, assure la coordination entre les différents services impliqués dans les projets. Ça peut être le service opérationnel. Il assure aussi parfois le suivi d'avancement des projets, depuis la phase d'étude jusqu'à la réalisation et la réception des travaux. Il a aussi une mission essentielle d'analyse financière et budgétaire, hein, d'évaluer les coûts des projets d'investissement et leur impact sur le budget de la collectivité, prépare les arbitrages financiers plutôt, pour proposer des solutions d'optimisation des dépenses. Pour conclure, je dirais que ces missions exigent des compétences variées, allant de la gestion de projets, d'analyse financière, de maîtrise d'outils financiers, à la connaissance des procédures administratives. Donc, Rafim, tu nous as dit que tu viens de Mayotte, donc tu as grandi à Mayotte aussi. Oui, tout à fait. Avant de commencer à nous raconter ton parcours, est-ce que tu peux commencer à nous parler de la situation à Mayotte à ton époque, quand tu étais par exemple au lycée? Est-ce que tu avais déjà conscience de quelques problématiques? Alors, je viens aussi de Mayotte, donc je peux donner un exemple. Les problématiques, par exemple, de grève de bus. Est-ce que tu avais conscience à l'époque de plusieurs problématiques comme ça? Alors, avant l'obtention de mon bac, il y avait certaines problématiques, après qui n'étaient pas forcément les mêmes par rapport aux autres communes, hein, parce que moi j'ai grandi dans le chef-lieu du département, donc on n'avait pas, par exemple, de problématiques qu'ont pu rencontrer les personnes qui sont des autres communes, hein, qui allaient dans leur lieu d'études, le lieu de scolarité tout simplement. C'est où le chef-lieu de département, pour ceux qui ne connaissent pas? On va dire tout simplement la capitale de Mayotte, qui est Mamoudzou. Nous, on n'avait pas forcément les problèmes de bus ou autre, mais on avait une problématique
était propre, mais la situation était moins préoccupante qu'au jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on se rend compte que tout le problème que rencontre le département se sont multipliés ou ça pose énormément de problèmes. Mais est-ce que tu peux quand même détailler un peu ces problématiques-là? Peut-être qu'il y en a qui sont pareilles qu'aujourd'hui. C'est aussi des problématiques pour lesquelles nos auditeurs pourraient aussi s'identifier et se dire, ben, cette personne-là a rencontré la même problématique que moi, mais c'est quand même possible d'aller plus loin dans mes études. En termes sécuritaires, parce que c'est surtout, je pense que c'est là où il y a peut-être plus de problèmes. En termes sécuritaires, il y avait peut-être des conflits intervillageoires, hein. Donc, on en a vécu, enfin très personnellement, j'ai vécu parfois des situations un petit peu compliquées où on allait à l'école tout en reculant, hein. Donc, mais la différence d'aujourd'hui, c'est que c'était vraiment identifié. On savait, bon, ils se battaient pour quoi. Aujourd'hui, ils se battent pour rien. On sait même pas d'où vient le problème. Aujourd'hui, cette jeunesse n'arrive même pas à supporter. Donc, ils acceptent pas. Et il n'y a pas ce mélange qu'il y avait avant. Avant, nous, par exemple, tous les élèves de la commune de Mamoudzou se rencontraient au lycée Younoussa Bamana. Aujourd'hui, il y a plein de lycées. Ceux qui viennent de Kaouni, bah, ils ont leur lycée. Ceux qui viennent du côté sud de Mamoudzou, bah, certains, ils partent vers Tarano, si je me trompe pas. Aujourd'hui, bah, le fait de ne pas avoir cette, on va dire, mixité intervillageoise, ça provoque des tensions. Les gens ne se rencontrent pas et ça crée toutes ces tensions. Je me souviens à l'époque aussi, on pouvait organiser des tournois de foot, des sélections pendant les vacances où on se mélangeait avec les sélections de foot au niveau des communes. Donc, ça nous obligeait à tout simplement à nous réunir et aussi ça créait des affinités. Du coup, bah, ça pouvait désamorcer pas mal de conflits, hein. Il y avait aussi, je prends tout simplement l'exemple, là, il y avait ce qu'on appelait des centres de loisirs qui n'existent pas aujourd'hui, donc nous permettaient d'occuper toute cette jeunesse-là pendant les vacances. Aujourd'hui, ces choses-là ont tout simplement disparu et bah voilà, il ne faut pas forcément s'étonner de ce qu'on a aujourd'hui. Donc, il y avait cette prévention. Avant, il y avait une certaine prévention qui nous permettait de ne pas aller vers ce genre de choses quoi, qui posent problème aujourd'hui à Mayotte. Donc, tu penses que c'est aujourd'hui, on a reculé par rapport à avant? Parce que personnellement, j'ai pas beaucoup vécu à Mayotte, donc je pourrais pas aller à l'encontre de ce que toi tu me dis, par exemple. Mais au niveau des centres de loisirs, moi personnellement, j'en ai pas connu. Je suis de la commune de Bandrabois, mais j'en ai pas connu de mon côté. Donc, tu me dis qu'avant, il y avait par exemple les centres de loisirs, il y avait cette mixité aussi entre villages qui permettait de créer des liens. Donc aujourd'hui, qui est quasi inexistante. Chacun est dans son village et dès qu'il y a un conflit, ben on est l'ennemi de tout le monde. Donc c'est ça que tu es en train de me dire, que on a reculé par rapport à avant? À ce niveau, oui, on a reculé, on a énormément reculé parce qu'au jour d'aujourd'hui, on se rend compte que chacun veut avoir l'infrastructure dans son village et ne pas sortir. S'il pouvait vivre en autarcie, ces gens-là allaient le faire. Et je pense pas que c'est la bonne solution. Il faut créer les conditions pour que les gens se retrouvent, pour qu'ils puissent parler de leurs problèmes. Au jour d'aujourd'hui, je suis désolé, mais quand on le regarde, t'as beaucoup, par exemple, ceux du nord de Mamoudzou ne font pas forcément le pas pour aller vers ceux qui sont au sud, vers Toundou, et vice-versa, hein. Et ceux qui sont au milieu, bah, chacun, voilà, reste dans son coin, et il suffit une moindre étincelle pour que ça explose, tout simplement. Donc, est-ce que c'est la solution aujourd'hui d'avoir construit pour tout le monde, ne serait-ce qu'au niveau éducatif, hein? Aujourd'hui, t'as plusieurs collèges hein, dans la commune, alors qu'avant, bah, tout le monde se rencontrait, il y avait 2 ou 3 collèges. Aujourd'hui, il y a 3 lycées. C'est très compliqué de pouvoir avancer avec ce genre de mentalité, hein. Donc, pour moi, c'est très compliqué. Il faudrait créer des choses pour permettre notamment à cette jeunesse, en tout cas c'est la jeunesse qui veut vraiment s'en sortir pour qu'ils puissent échanger entre eux pour trouver des solutions afin de mieux avancer. Ça marche, merci. Du coup, là, depuis tout à l'heure, on parle, mais je sais pas dans quel lycée tu étais à Mamoudzou. Est-ce qu'il y a plusieurs lycées à Mamoudzou déjà? Oui, il y a plusieurs lycées. On a le lycée des Lumières qui est le dernier construit, il me semble, hein, qui est vers Kawini. Après, tu as le lycée Moussa Babana, qui est le lycée historique de l'île, tout simplement. Et toi, tu étais à Younoussa? Moi, j'étais au lycée Moussa Babana. Ok. Et est-ce que tu t'es déjà dit un jour, en étant par exemple soit au collège, soit au lycée, par rapport à l'endroit où j'habite, par rapport à la situation, à une situation spécifique, sans donner l'exemple de la situation, est-ce que tu t'es déjà dit un jour que tes études supérieures allaient être compliquées ou t'allais peut-être rencontrer quelques problématiques à cause de cette situation-là, pardon? Non, pas spécialement, parce que moi j'ai grandi sur Cavani, même à mon époque, hein, je peux te dire que c'était pas plus violent, hein.
mais c'était compliqué. Et voilà, aujourd'hui, mes parents ont su tout simplement me remettre dans le droit chemin quand ça n'allait pas, quand je voulais dévier, hein. Ils étaient là tout simplement pour me recadrer et voilà. Après, ça dépend, hein. Il y a certaines personnes qui sont tentées, qui sont influençables, qui peuvent facilement basculer, et d'autres non. Donc, ça peut avoir un impact, hein, je dis pas le contraire, mais pour ma part, ça n'a pas forcément eu l'effet inverse. Juste à titre d'exemple, moi, je jouais au club de foot l'US Cavani. Bah, je peux te dire, j'allais aux entraînements et certains, une fois les entraînements finis, bah, ils choisissaient de rentrer chez eux comme moi et certains, ils décidaient d'aller faire autre chose. Et du coup, en parlant de ce recadrage-là de la famille, donc je pense que tu parlais bien du lycée. Est-ce qu'on peut parler de tes années, pardon, au lycée et surtout de la première terminale? Est-ce que tu peux me parler un peu de comment ça s'est passé, de l'entourage que tu avais? Est-ce que tu as eu de l'aide pour les devoirs? Bah, concrètement, comment ça s'est passé? Je suis quelqu'un qui a eu la chance d'avoir des parents qui ont su se donner les moyens pour investir sur mes études, tout simplement. Moi, j'ai des parents qui n'ont pas fait des grandes études, mais qui avaient compris la nécessité d'investir sur l'avenir de leurs enfants. Donc moi j'ai des parents, bah ils mettaient à disposition certains moyens, notamment bah ils n'hésitaient pas à investir sur l'achat, notamment un livre, tout ce qui va avec. Et moi je me formais moi-même parce que je me souviens au moment où mes parents avaient essayé d'aller débaucher quelqu'un pour venir nous faire du soutien scolaire. C'était au collège, ça n'a pas tellement marché parce que après ça dépend de tempérament de tout à chacun. Donc moi ça marchait pas. On va dire que en première, j'avais les ressources, tout simplement, les ressources en termes de livres et autres, d'accompagnement. Après, si je n'arrivais pas à m'en sortir, j'ai aussi des grands frères parfois qui venaient dénouer certaines situations, ou le meilleur ami de tout le monde qui est Internet, hein. Voilà, je me formais moi-même et j'hésitais pas surtout quand je comprenais pas à poser des questions aux profs pour que je puisse tout simplement comprendre qu'on me demande. Mais du coup, juste avant de continuer, est-ce que tu as été dans un lycée général ou professionnel? Alors, j'étais dans un lycée général, j'ai fait un bac à l'époque, c'était ES, option SOS. Est-ce qu'on t'avait expliqué la différence entre les deux? Bah, oui, cette question m'a fait beaucoup mal parce que le problème à Mayotte, je sais plus, peut-être maintenant les choses ont évolué. Avant, à Mayotte, il y avait deux filières. On disait, général, c'est pour les bons, les moins bons, c'est le lycée professionnel, hein. Donc, c'était typiquement ça, parce que moi, j'avais un ami, il souhaitait aller faire un truc professionnel, hein, après le collège. On lui a dit, mais non, tu vas aller là-bas, tu vas t'ennuyer et tout. D'ailleurs, je te raconterai une anecdote entre la première et la terminale que j'ai eu avec un prof. En gros, on essaie de nous décourager. Quand on avait un minimum de niveau, bah, c'était tout de suite la ligne qui était tracée, c'est général, parce que il faut aller sur cette voie-là, c'est cette voie qui va te permettre de t'ouvrir plus de postes. Moi, concrètement, bah, au collège, bah, m'a tout simplement dit, si tu continues à travailler comme tu le fais, tu seras au lycée de Mamoudzou à l'époque, hein, ça s'appelait comme ça, avant de devenir une Sabamana, tu seras au lycée et tu seras dans une bonne classe, parce que il faut savoir que à mon époque, il y avait quand même plus de 20 classes de seconde. 20 classes de seconde. Donc, on m'avait dit, bah, si tu continues comme ça, tu seras dans une bonne classe où tu seras moins perturbé, où tu pourras avancer. Donc, voilà. Ça marche, je vois. Est-ce que tu peux nous raconter maintenant ta première terminale, surtout la terminale, comment ça s'est passé? Est-ce que t'avais en tête l'importance d'avoir ton bac, de bien réviser? J'avais des capacités, hein, tout simplement. J'avais des capacités à absorber ce qu'on me demande. J'avais des capacités de compréhension qui étaient assez bonnes, donc qui me permettaient de pas me consacrer trop révision. Mais parlant de cela, ça me revient, c'est en première, le bac de français à l'époque, c'était français et SVT. Je me dis, c'est juste une étape, donc je révise pas forcément trop, hein. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était d'aller jouer au foot comme tout le monde. Bah, je révise le minimum, hein. Après, bah, je vais au bac de français et SVT, bah, il y avait 3 épreuves, 2 de français et une épreuve de SVT. Sur ces notes-là, je me retrouve avec un 4, un et 2, 7. En terminale, bah, j'avais pas le choix, il fallait quand même bosser. Donc, je me suis mis au travail, à bosser, à travailler mes trimestres, tout en gardant le même rythme, hein, que j'avais, les jours au foot et autres. Bah, mais 2 semaines, 3 semaines avant, là, c'est des bouchées doubles. Et là, la journée type de ration, c'est tout simplement
Je me levais le matin, de bosser, allez, 7-8 heures par jour, hein. Faut rattraper le retard, même si j'avais une bonne compréhension de ce qu'on me demandait, mais il fallait mémoriser 2 ans de cours et voilà, je me donnais les moyens. Et parfois, ça m'arrive de ne pas dormir juste parce que voilà, je dois rattraper mon retard. Mais du coup, tu étais conscient que tu avais un retard à rattraper. Non, oui, j'étais conscient que je faisais pas les efforts. Je faisais pas totalement les efforts qui m'étaient demandés. Et ce que je te disais tout à l'heure, l'anecdote, c'est que j'avais le choix, malgré que je bossais pas trop, entre aller faire un bac S et ES. Prof de maths qui met un veto, et qui dit même carrément à mes parents, bah il va s'ennuyer là-bas, ça sera un gâchis. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai dit. Hein. Non, ES déjà, ça me permet de m'ouvrir beaucoup de portes. Au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas ce que je veux faire, c'est encore flou, c'est vague. Je préfère aller sur une filière où je vais moins travailler déjà. Donc voilà, j'ai une discussion avec mes parents, je leur dis, non, moi je me sens à l'aise sur cette filière-là, parce que cette filière-là allait tout simplement pas me demander autant de travail qu'en S. C'est intéressant ce que tu as dit. Tu as dit que tu as eu une discussion avec tes parents. Tes parents étaient vraiment investis, que ce soit financièrement ou vraiment émotionnellement. Ils étaient investis dans tes études. Oui, ils l'ont toujours été, puisque comme j'ai pu le dire avant, c'est que ils investissaient en termes de livres, en termes pour me fournir la documentation qui était nécessaire. Donc et là, et me dire, bah si demain tu as envie de choisir un métier qui te plaît, tu dois te donner les moyens. Voilà, ils ont su me donner en tout cas les moyens et tous les outils pour que je puisse choisir ce que je veux faire. Pour ça, je ne peux que le remercier. Du coup, si on revient au bac, tu as dit tu as révisé à la dernière minute. Est-ce que au final, après cette période-là où tu as vraiment bossé, tu as charbonné, est-ce que tu étais confiant pour le bac? Confiant? Non, on n'est jamais confiant. Sincèrement, on n'est jamais confiant. Il y a toujours un moment de doute. On doute toujours. Ce qui est marrant, c'est qu'en révisant, et puis ça m'a poursuivi jusqu'à tous mes concours, à tout ce que j'ai fait, ça m'a poursuivi. Je me dis, franchement, si je m'étais pris tôt, franchement, je serais pas là. Il y a rien de compliqué dans tout ça. Il faut s'organiser. Il faut juste s'organiser afin de pas subir ce genre de situation. Toi, tu as été à Mayotte, donc il y a eu la décision de est-ce que tu restes à Mayotte, est-ce que tu continues ailleurs en France, la filière que tu vas choisir, comment est-ce que tu t'es décidé et est-ce que tu savais déjà à l'avance ce que tu voulais faire, donc tu avais dans ta tête un plan de je veux faire ça, je vais aller à tel endroit ou pas? Non, pas spécialement, mais j'ai eu une discussion avec mon prof principal. Je lui ai parlé vaguement de ce que je voulais faire. Je lui dis, bah, je travailler dans l'administration, parce qu'à l'époque, je me souviens, ça me tentait bien de travailler dans l'administration. Je voyais notamment la sécurité sociale. Je me disais, mais eux, sûrement, ils sont bien payés, ils sont là, ils accueillent des gens, voilà, les pièces sont pas complètes. On dit, bah, allez, retournez, revenez demain. Voilà, c'est pas complet, rejette les dossiers. Du coup, je me disais, bah, je voudrais bien faire ça, tiens. Ils sont pas l'air de souffrir dans leur métier. Et en ayant eu une discussion avec mon prof principal, il m'avait dit, je peux te conseiller de partir sur un truc de 2 ans, notamment un DUT-GEA, gestion des entreprises et des administrations. Il ne te ferme pas de porte, mais qui te laisse le choix. Après, parce que il y a des options qui te laissent le choix pour pouvoir choisir après ce que tu veux faire. Et puis, si tu arrives à avoir le DUT, tu as la licence pro, et puis pourquoi pas continuer. Me connaissant, j'ai besoin d'un cadre. Je me voyais très mal partir sur une licence où on me disait, bah, écoute, les profs, voilà, ils sont là, hein, on a l'université, chacun se prend en charge, hein, donc il n'y a pas cet encadrement. À part ça, à part le travail que j'avais fait avec le prof principal et peut-être des conseils que j'ai eu de mes grands frères et sœurs qui étaient ici et qui disaient, bah, vaut mieux avoir un cadre plutôt que de partir sur une licence, c'est assez compliqué. Et le cadre qui était à l'époque celui des DUT, hein, aujourd'hui je pense que ça a évolué, les UT plutôt, c'est l'Institut universitaire technologique, hein, c'est en général aujourd'hui, c'est des diplômes qu'on fait en 2 ans. Ça marche. Et du coup, une question aussi, parce que là, tu as parlé de ton prof principal qui t'a conseillé, avec qui tu as eu une discussion, mais est-ce que tu as eu un accompagnement avec un CIO? Il était où à ce moment-là? En tout cas, il n'était pas venu à notre rencontre, ça c'est sûr, mais je me souviens, on était allé quand même, hein, on était allé parce que au lycée de Mamoudzou, on n'était pas loin de l'enseignement, enfin une direction de l'enseignement, je pense à l'époque le vice-rectorat, on était allé, on avait rencontré une conseillère, voilà, qui nous présentait à peu près, où on nous disait ce qu'on voulait faire, bah, il nous présentait à peu près des formations
informations qui était possible de faire par rapport à nos projets. Et voilà, c'était des conseils assez, voilà, basiques, hein, pas plus. Donc, à notre époque, ça manquait. Est-ce que tu as eu l'impression que ça a eu un effet sur toi ou Pas spécialement, non, pas spécialement, hein. Après, c'est toujours bon de savoir qu'il existe des licences, master et autres, mais c'était pas trop précis. On me dit juste, voilà, tu fais ça en 3 ans, tu peux aller jusqu'à ça, c'est bac plus, temps, mais pas plus, hein. C'était pas des choses formalisées, hein. Mais ça avait le mérite d'exister. donc déjà dès cette période-là, vous saviez qu'il manquait des informations, vous étiez en manque d'informations. Ah oui, tout à fait. On avait un déficit en termes d'information, parce que moi j'avais des amis, eux, ils voulaient tout simplement entrer dans les métiers de sécurité, à savoir qu'il y avait certains policiers, certains gendarmes, et avec un simple bac, on peut y rentrer. Mais ils n'avaient pas toutes ces informations-là. On va dire, ils ont perdu quelques années avant de pouvoir réellement faire ce qu'ils voulaient. Donc là, tu as pris ta décision, on est toujours au lycée en terminale, qu'est-ce que tu veux faire et où est-ce que tu vas? Moi, la décision que j'ai prise, c'est de partir dans des régions, parce que voilà, on fait plusieurs demandes, on n'est pas sûr d'être pris sur une seule vœu, enfin un seul vœu. Je fais mes vœux sur les conseils de mon prof qui me dit oui, il y a Saint-Malo, bon je connais pas trop de mon monde en Bretagne, mais j'ai la chance d'avoir un cousin qui est non loin. Région toulousaine, je vais aussi à Auch, je mets, enfin le même DUT, GEA, donc j'ai pris la décision de partir sur ce DUT. Je choisis des villes assez moyennes, hein, parce que les grandes villes, c'est pas forcément ce qu'il y a de bien pour faire les études, parce qu'en termes de coût de la vie et tout, ça peut être très compliqué. Et là, tu as beaucoup parlé des profs. J'aimerais bien connaître, tu vois, ta relation avec les profs. Est-ce qu'ils venaient vous voir? Est-ce qu'ils vous demandaient si ça allait? Est-ce qu'ils venaient vous demander si vous aviez toutes les informations nécessaires? Comment est-ce que tu l'as ressenti, cette relation-là entre les profs et les élèves? Après, ça dépend des profs, hein, parce que à peu près peut-être 10, je sais pas combien de matières on avait, mais ça dépendait. Je pense que c'était nous qui allons vers les profs plutôt que l'inverse, à part le prof principal, bien sûr. Lui, il avait, je pense, plus d'obligations. Lui, il venait un peu plus, il accordait un peu plus de temps sur nos situations personnelles, mais pour les autres, non, pas spécialement. Voilà, il donnait des conseils, mais voilà, sans plus. Il fallait que ça vienne de nous. Donc là, vient l'étape, tu as eu ton bac. Ouais. Ok, tu as eu ton bac. Donc vient l'étape de la préparation avant le départ. Comment est-ce que tu t'es préparé pour la suite? Tu es de Mayotte, tu dois partir pour venir en France. Il y a plein de choses à faire. Qu'est-ce que tu as fait ou est-ce que tu as fait quelque chose déjà avant de partir? Il y a toute la préparation à faire, hein. Je pense que pour obtenir les aides, hein, des aides à la mobilité, le soutien du conseil départemental de Mayotte, il y a des dossiers à déposer, je les ai déposés, et voilà, j'attendais que j'obtienne le billet, mais sans plus, hein. Ce qui est paradoxal, c'est que je venais d'avoir le bac, et voilà, quelques semaines plus tard, j'ai eu un douloureux événement, hein, parce que un de mes frères a été accidenté, donc on va dire que au-delà de mes formalités administratives pour pouvoir partir, j'ai quasiment passé tout mon temps à l'hôpital, tout simplement, hein, parce que c'est vrai que quelqu'un qui est malade a besoin de soutien, je passais beaucoup mon temps là-bas, parce que ma mère aussi, elle travaille à l'hôpital aussi, de Mamoudzou, au CFM. Donc oui, je passais mon temps là-bas, et voilà, j'ai remplissé mes dossiers, je crois au dernier jour de mon départ, voilà, rien de plus à part faire des formalités administratives pour pouvoir obtenir les fameux examens et partir. Ces informations-là, qui est-ce qui t'avait donné les informations? Oui, au lycée, oui, il y a eu des réunions d'information au lycée, et puis vous savez, comme j'ai pu dire, il y avait des frères et sœurs qui ont aussi fait des études en France hexagonale. Ils savaient que voilà, il faut faire ça, c'est le dossier administratif qu'il fallait faire. Vous avez bien prévenu avant, donc avec des deadlines qu'il fallait respecter. Et au bout de combien de temps on répond à ton dossier, on te donne une réponse positive ou négative ou... Alors, je peux pas l'évaluer, mais moi, je pense partir au mois de septembre. Il faut savoir que les dossiers, on les monte bien avant même l'obtention du bac, parce qu'ils demandaient de monter les dossiers avant, et il fallait le confirmer les dossiers au moment de l'obtention du bac en envoyant le relevé de notes. Donc, ça a pris du temps, mais après, ça dépend, hein. Comme j'étais occupé, j'ai pas forcément fait attention à ça. Donc, tu déménages, tu pars de Mayotte pour tes études en France, mais dans quelle ville? J'avais fait plusieurs vœux, j'obtiens
deuxième vœu, il me semble. Le premier vœu, il a été à Saint-Malo. J'étais en attente. C'était à l'époque post-bac, il me semble. Aujourd'hui, c'est Parcoursup. Saint-Malo, je suis en attente. À Auch, je suis pris. Donc, je décide de partir à Auch. Voilà, je quitte mon île. Là, j'étais tout excité parce que on me dit, je prendrai l'avion, je descendrai à Paris, et Paris, je vais prendre l'avion à Toulouse. Et donc, je me dis, oui, bon, ça va bien se passer. Je pars, je quitte mon île. Bien sûr, il y a l'excitation avant de partir, mais au moment où on est à l'aéroport, je peux te dire que voilà, on se dit dans l'avion, Qu'est-ce qu'est-ce que qui j'ai me prend? foutu? Voilà, qu'est-ce qui me prend? Pourquoi je pars? Pourquoi je quitte mon île? Enfin, après, je partais avec des amis, hein, on était dans la même classe, donc, mais on n'allait pas dans la même ville, hein, donc certains ils partaient à Paris, d'autres à Poitiers. Mais on est encore, il y a l'euphorie là, pour l'instant, ça redescend pas, on est toujours là, oui, je dis oui, non, on fait le fort, le fier et tout, mais une fois arrivé à Paris, tout le monde descend, récupère ses bagages, et là, tout le monde se sépare, tout le monde veut aller prendre son train, l'avion, donc moi je vois tout le monde partir de l'aéroport, hein, de l'aéroport à Charles de Gaulle, qui va prendre son train, moi je dois aller prendre mon avion, et je dois le prendre à Orly. Je descends à Charles de Gaulle, mais je dois aller à Orly, donc je stresse énormément, parce que là, c'est bon, là, le groupe d'amis, on a voyagé ensemble, on était 4 ou 5, hein. Donc, mais là, on se retrouve seul. Je dois aller prendre le car Air France pour aller à Orly. Donc, je prends le car. Le vol a été programmé à une certaine heure. Moi, à l'heure où le vol doit décoller, je suis encore dans les bouchons à Paris. Donc, je me dis, comment je vais faire? Mais j'arrive à Orly. Donc, je leur fais comprendre, je leur explique plutôt ma situation. Bah, on me met au prochain vol. Et puis, j'arrive à Toulouse, tout simplement. Parce que j'avais des frères qui étaient là, mais qui m'envoient à Auch. Donc toi, t'es venu chez de la famille et puis la famille t'a aidé à partir sur ton lieu d'études. Non, non, ils m'ont accueilli juste entre Toulouse et Auch. On a fait la route ensemble. Ils sont allés me déposer. Il y avait une communauté mahoraise, quand même, une famille qui m'avait bien accueilli pendant quelques jours. Je le remercie aujourd'hui. Ils m'ont en tout cas essayé parce que je pense qu'ils voyaient bien, parce que là, à ce moment-là, il y a plus de famille, hein. Donc, on se met à douter. Voilà, le manque, tout simplement, hein. On a beau faire les fiers, mais là, tout simplement, c'est un coup de mou. On n'est plus dans son zone de confort, tout simplement. T'as parlé d'être accueilli par une famille. Du coup, t'avais pas eu ton logement avant de partir de Mayotte? Non, j'avais pas eu de logement parce que je pense que c'est lié à la ville. Je pense que contrairement aux grandes villes, dans cette ville, je pense pas que l'offre en matière de résidence universitaire n'est pas assez étoffée. Mais je suis resté quelques jours, hein, parce qu'après je suis parti quand même parce que ouais, je suis resté, mais ils m'ont accueilli, ils m'ont hébergé. On a commencé pas mal de démarches. Et voilà, le manque était tel que j'ai tout simplement décidé de repartir sur une autre ville où j'avais des membres de ma famille, en changeant totalement de formation. Au lieu d'aller faire un DUT cette première année-là où je suis arrivé, je suis parti à Poitiers pour faire une licence d'économie droit. Du coup, ça m'a permis déjà d'avoir des visages familiers. Et sur Poitiers, pour le logement, t'avais déjà fait une demande de logement ou? Alors sur Poitiers, parce que c'est vrai que quand j'ai pris la décision en m'expliquant à ma famille, voilà, que je ne pouvais pas, quoi. En tout cas que je me sentais pas capable, isolé, donc voilà, j'ai pris le choix de partir à Poitiers. Je me suis déjà inscrit au lycée, enfin au lycée, pardon, à la fac en licence à l'école. Après, je suis arrivé à Poitiers, j'avais mon frère qui habitait, et le lendemain de mon arrivée, je suis parti au Crous à l'époque, hein. Il y avait des chambres disponibles. J'ai eu un logement quasiment 3 jours après. Ça marche. Donc, t'arrives à Poitiers. Donc, comme c'est ta première année vraiment, enfin, là, pour le coup, t'as continué. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette première année? Tu pars de Mayotte, t'arrives en France, tu dois continuer tes études, il y a l'hiver, il y a le fait que c'est un peu plus grand quand même si tu arrives à Poitiers, c'est quand même un peu plus grand que ce que tu as vu. Comment ça se passe? Raconte-nous un peu cette année-là à la fac à Poitiers. Alors à Poitiers, j'arrive toujours, même si j'ai fait j'ai mon frère. Le problème, c'est que voilà, il y a cette distance, hein, il n'y a pas les parents, il y a rien. Si j'ai quelques amis, hein, on a fait la terminale ensemble. J'essaie de m'adapter. J'essaie tout simplement de m'adapter, de me dire, ok, là j'ai moins d'encadrement, mais je vais me donner à fond.
Donc je me dis, les premiers mois, en tout cas, j'essaie vraiment de me donner à fond, d'y aller, mais je sens tout de suite le manque d'encadrement à la fac, hein. Vous avez bien expliqué, hein, le prof il vient là, t'as compris, t'as pas compris, moi j'avance. Et petit à petit, les difficultés, voilà, j'arrive pas forcément à suivre tous les cours parce que les profs ils reviennent pas. Après, t'as plus certains profs ils reviennent sur ça. T'as de leur dire, mais là pour certains, t'as des difficultés assez parce que même pour les meilleurs, c'est très compliqué. Le prof, limite, il vient là, il lit son speech et puis t'as compris, t'as pas compris, va te documenter à la BU là-bas, essayer de te comprendre. Donc c'est très compliqué, donc très vite, au bout de 3-4 mois, je me dis non, sur cette formation, je pourrais pas. Donc après, j'ai une discussion, voilà, discussion encore une fois, que ce soit avec mes frères, ou voilà, ou mes parents, je dis non, c'est compliqué, mais je m'accroche. Voilà, on me dit Et c'était quoi les matières? ah, il y avait oui, il y avait de l'économie, il y avait du droit, du management, des statistiques, de l'anglais. Et qu'est-ce qui a fait que finalement tu n'as pas forcément apprécié cette filière-là et t'as voulu changer? Ce qui a fait basculer, je pense, c'est le fait où déjà je suis arrivé que j'ai quitté Mayotte au mois de septembre, hein. Donc quand je suis arrivé là-bas, les cours avaient déjà commencé. Et ça, j'ai pas pu récupérer les cours. Et le fait que je découvrais tout simplement un nouveau système, hein, où c'est limite la jungle. Chacun essaie d'avancer le plus vite possible. Donc c'est très compliqué d'avoir des informations, ça ce que avec les autres étudiants. Donc après, c'est quand même quelques mois et ça ne marchait pas. En tout cas, j'avais pas de feeling tout simplement avec cette formation. Je me suis dit bon, cette année, je pense que ça va être une année sabbatique. Donc voilà, au premier semestre, à la fin, j'ai pris la décision de continuer quand même, d'avoir le rythme, se lever le matin, y aller, essayer au moins d'en tirer quelque chose, hein, parce que je l'ai pas pris comme une année d'échec, mais une année plutôt d'apprentissage. Ça m'intéresse de savoir pourquoi en fait tu as décidé de continuer, de quand même continuer jusqu'à la fin de l'année pour garder un rythme, parce que tu vas avoir quand même d'autres personnes qui vont se dire bon, cette année elle est pas très importante, flemme à la fin du premier semestre, j'arrête, soit je vais chercher un boulot, soit je reste et je reste à la maison, je me réinscris à l'année prochaine. Pourquoi vraiment tu as eu ce besoin-là, ou je sais pas si c'est un besoin, mais pourquoi tu as eu cette envie-là ou ce besoin-là de continuer et de garder le rythme? En continuant déjà, tout simplement, je conserverai mes bourses déjà. Ça au moins c'est dit. Non, c'était de rester dans le rythme, tout simplement, de me dire que voilà, certes, ça ne sera pas bon, mais cette année doit me servir de leçon pour après. Donc, essayer de comprendre le mécanisme, comment ça fonctionne. Donc, je veux pas dire que j'allais à tous les cours, ça serait mentir, mais j'allais au TD, c'est sûr, je pointais, certains cours où je me projetais, parce que c'est vrai que j'avais un DTGE à Hoche, gestion des entreprises et administration. Je me dis, les matières qui étaient dispensées dans le DUT et qui étaient aussi dispensées dans la licence, je me suis dit, je vais rester dans cette matière-là, je vais y aller, ça sera pas un temps de perdu. Au contraire, ça va me permettre déjà de partir avec une certaine avance, si je suis pris, bien sûr, au DUT l'année prochaine, parce que, voilà, je me suis dit, non, cette année, ça va être une année où je m'accroche, et en même temps, ça va être une année d'acclimatation, tout simplement. Je vais m'acclimater, et voilà. Et voilà, c'est pour ça que je me suis dit, bon, allez, je m'accroche, et puis j'attendais que les grandes vacances arrivent pour que je puisse rentrer dans mon île pour me ressourcer et recharger tout simplement les batteries. Ça marche. Donc tu finis l'année, tu ne la valides pas puisque de toute façon ça ne te plaisait plus. Tu te réorientes en quoi? Alors, c'est pas une réorientation. En fait, je vais tout simplement redemander le DTGA, mais à Saint-Malo. Voilà, donc je repostule. Je suis pris. Donc je me dis, l'année sabbatique, c'est bien, mais maintenant, il faut se mettre au travail. Donc j'y vais à Saint-Malo. Voilà, j'ai une année français hexagonale, c'est bon, je connais le rouage, je sais comment ça fonctionne. Là, je vais être dans un cadre un peu plus, pas dire strict, mais où il y a un certain encadrement comparé à la fac. Donc ça va pouvoir déjà me permettre de mieux me concentrer sur les études et voilà, tout simplement d'avoir des conditions qui vont permettre de réussir. Et c'est quoi ces conditions? À l'époque, c'était quoi ces conditions qui allaient te permettre de réussir?
Des chances risquent d'avoir un encadrement. Parce que quand on sort de son île où on a derrière les parents et derrière les proches aussi, qui sont là, déjà qui regardent si t'es là ou t'es pas là et qui vérifient si ça a été fait ou pas fait, alors qu'à la fin, bon, en quelque sorte, les profs, eux, ils sont juste là pour dispenser leurs cours, hein. Le reste, ça c'est un problème, hein. Donc, avoir ce genre de cadre, il peut qu'être bénéfique. Pour la personne qui doute, parce que tu quittes ton île et tu viens ici, tu te dis, mais, oh là, qu'est-ce que je suis venu faire ici? Donc, rien de mieux pour être assuré que d'être dans un environnement où il y a quand même certaines règles qui sont fixées. Donc, tu commences à Saint-Malo, tu fais tes 2 années. Est-ce que tu finis tes 2 années normalement? Est-ce que t'as pas eu besoin de redoubler? Est-ce que ça t'a semblé assez facile? Alors, compliqué. C'est toujours compliqué parce que, voilà, un nouveau système, enfin, on s'adapte, hein, on apprend. J'apprends, donc oui, c'est compliqué, mais je m'accroche. Je suis toujours en apprentissage. J'essaie de comprendre comment fonctionne le système. C'est une question de système. Donc, j'essaie de comprendre le système, je valide, mais bon, très difficilement, hein, quand même, hein. C'est la première étape, hein, donc, et ça m'a permis de me connaître déjà moi-même. Même si, je me connaissais, enfin, au lycée, je savais où mes capacités. Mais là, il a fallu que je remette encore du cœur à l'ouvrage pour comprendre dans un nouveau environnement, tout simplement. Là, même si c'est dans un UT où il y a un certain encadrement, mais c'est pas comme le lycée, hein. Donc, je me mets au travail, tout simplement. Et puis, voilà, ça réussit. J'essaie de trouver une licence, bah, je réussis pas. Donc, je me dis, au lieu de rester là, j'essaie de m'occuper. Bah, je demande un BTS en comptabilité, je l'obtiens. Bon, on me dit, qu'est-ce que tu viens faire alors que t'as un bac+2? Bah, c'est un bac+2. Je dis, maintenant, j'ai besoin de ce diplôme. Je dis carrément comme ça, j'ai pour pouvoir avancer, hein, construire dans mon projet, bon, le blabla habituel, hein. Bon, après, je fais la première année, je fais la deuxième année, voilà, à l'issue de la première année, je demande des licences, toujours pas. Je change totalement de stratégie. Je vais jusqu'au BTS, je l'obtiens, et puis je change totalement des stratégies. Donc, je demande dans des villes, faut savoir que là, je suis en Bretagne, hein, en Saint-Malo et autres. Je demande des petites villes, des villes moyennes. Je vais dans le fin fond de l'Aveyron, à Millau, vers la licence pro. Je suis pris là-bas. Donc, je pars là-bas. Je traverse toute la France jusqu'au sud. C'était un choix de prendre une licence professionnelle ou c'était la suite logique? Oui, après, des bac+2, c'est tout simplement une suite logique. Avant cette licence pro, mon projet n'est pas clairement défini. Je me dis public, privé, bon, allez, on y va, on verra ce qui va arriver. Donc, je pars à Millau, faire une licence pro, des cours de management, mention développement durable. Arrive la période de stage, je demande des stages partout, en France hexagonale. J'ai pas de retour positif. Bah, faut savoir qu'au même au DITGA, mon premier stage, j'ai dû aller le faire à Mayotte. J'ai dû aller le faire à Mayotte, pas faute d'avoir demandé. Je me souviens, à Saint-Malo, je me levais le matin, le samedi, bon, c'est pas tout qui est ouvert parce qu'entre les cours et autres, samedi, c'était le seul jour où je pouvais aller demander des stages, aller déposer à main propre. En BTS, j'ai eu plus de chance, hein, parce que vu que j'avais pris pour habitude, au lieu d'envoyer des mails, d'aller sur place, je me souviens, je dans un centre commercial, et comme par hasard, il y a le chef comptable qui passe là, moi, alors que j'étais en train de parler à l'accueil, il écoute et puis il me dit, bah c'est moi le chef comptable, passe-moi Ouais, donne-moi tout ton CV et tout, et puis il me dit, bon, ok, bon, je t'appelle, on va voir ce qu'on peut faire, parce que j'ai d'autres demandes. Et le feeling est passé, et à la fin, quand il me dit, ça fait depuis combien de temps que vous cherchez, je lui ai expliqué. Et il venait pas de de la région parisienne, il me dit, je te comprends, c'est compliqué. Mais moi, je vais te donner ta chance. Pas parce que t'as galéré. Non. Parce que je veux voir ce que tu vaux. Moi, je veux juste te donner ta chance pour voir ce que réellement tu vaux. Et puis voilà. Donc, j'ai pu travailler. Et voilà, ça m'a ouvert des portes. À la licence pro, bah, j'ai dû partir à Mayotte, comme j'ai pu le dire, dans une commune. Et avant, j'avais eu que des stages dans le privé. Mais là, je vais dans une commune, dans l'administration publique. C'est là où je remarque vraiment la nécessité de se former. Dans cette commune-là, j'ai remarqué qu'il y a vraiment un manque énorme d'ingénierie. Donc, c'est à l'issue de ce stage-là que je me suis dit, allez, bon, je me lance dans le public. Je veux diriger, je veux orienter je veux avoir une carrière dans l'administration publique, afin de pouvoir apporter à mon île tout ce que j'aurais appris, parce que c'est vrai que derrière, on a le conseil départemental de Mayotte qui investit énormément, hein, sur les étudiants, même si parfois il peut y avoir des retards, mais il y a des fonds qui sont mis dedans. Après,
Il faut que ça soit plus régulier afin de vraiment pouvoir être plus efficace, hein. Mais voilà, je me suis dit, allez, je me lance dans ça, je reviens, après le stage pour ma licence, hein. Je demande un master de droit public à Albi, c'est à côté, hein, c'est à 1 heure. Donc je me dis, Albi, je me souviendrai toujours de ce jour de rentrée, première journée, où tout le monde se présente. Après, Albi, il n'y a pas beaucoup d'étudiants. Ouais, je sais pas maintenant, mais à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'étudiants au master 1 de droit public, hein. Faut savoir que je viens d'un truc qui a rien à voir. J'ai pas les bases, hein. Pas les bases de droit public. La chance que j'ai eue, c'est qu'à sur ce master-là, il y avait que une vingtaine d'élèves. Tout le monde se présente, moi, je me présente, hein, mon parcours, et tout le monde me fait retourner, me regarde, il me dit, mais c'est qui ce fou? Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Il vient faire un peu du droit public. Et c'est un fou. Et Et c'est à pourquoi ce c'était moment-là. vu comme ça? Pourquoi c'était vu comme ça? Je comprends pas. Parce que pour eux, je pense, pour eux, c'était pas la suite logique. On est dans une société où, voilà, on rentre dans des cases. Voilà. Donc, c'est des cases. Voilà, la suite logique. Toi, t'as fait ça. La suite logique, c'était, t'as fait une licence de droit ou d'AES. Tu vas en droit public après. T'as pas fait ça? Non, on va faire autre chose. Pour eux, la suite logique pour moi, ça aurait été que j'aille faire un truc de management, un truc d'audit ou de compta ou ce genre de choses. Mais là, je change totalement, je vais faire du droit public. J'obtiens ma licence pro avec mention bien. Non, mention assez bien, il me semble. Je me dis, Félicitations quand même. merci. Je me dis, j'ai rien à perdre. J'y vais. Je vais pas échouer. Je vais juste apprendre. Je vais juste tirer des enseignements. Donc, mais je me mets au travail. J'ai eu la chance d'avoir des particularités de ce master-là. Et c'est un partenariat avec des universités africaines, savoir la Côte d'Ivoire, le Gabon et autres. Bah, naturellement, je me suis rapproché de ces étudiants-là, hein. D'ailleurs, j'allais te poser la question sur ça. Est-ce que durant tes études, tu as eu des rencontres qui, aujourd'hui, tu te dis, ben, avec ces rencontres-là, enfin, c'est des rencontres qui m'ont permis d'arriver là où je suis, par exemple, ou qui ont eu juste un impact positif dans ton parcours? Moi, je prendrais plutôt le BTS, où j'ai eu une prof, hein, je pense que ça m'a peut-être boosté. Sur le moment, ça m'avait foutu un coup de massue, parce que, tu sais, le prof, la prof, elle envoie des devoirs, et bah, je pense qu'elle avait tout simplement un problème. Elle écorche mon nom, et puis les autres se disent, mais non, mais il s'appelle pas comme ça. Bah, la prof, elle dit, il a qu'à s'appeler comme tout le monde. Voilà, il a qu'à s'appeler comme tout le monde. Tiens, on va l'appeler Jean. Je me suis dit, moi, je suis pas là grâce au vote SMS, hein. Je me suis dit au fond de moi, hein, je suis pas content d'aller voir la prof référente, hein, la responsable. J'ai expliqué les choses, t'es gêné, hein, parce que voilà. Et puis je me suis dit, bah, mine de rien, ça va me booster pour montrer que voilà, on n'est pas là. Parce que certains pensent que quand on vient de loin, on est là parce que c'est de la pitié, parce que non, on a mérité nos places. Et là, ça m'a boosté, ça m'a énormément boosté pour pouvoir arriver à m'adapter et à répondre aux exigences tout simplement de la formation. Et pour le master, oui, enfin, le fait d'avoir des gens qui me comprenaient, il y avait des métropolitaines, hein, il y avait des métropolitains qui étaient là, on se comprenait et on se soutenait, hein. Encore une fois, le master, ils ont été à peu près une vingtaine, hein, pas plus, hein, donc on était obligé de se serrer les coudes. À l'issue de ce premier trimestre, semestre plutôt, bah, je valide. Je suis quand même assez content. Et là, Sur le master, tout le là. monde, oui, pour le master. Et là, tout le monde commence quand même à me prendre au sérieux. Alors là, je passe sans aller au rattrapage. Il n'y a bien pas besoin d'aller au rattrapage. Je valide quand même aisément. Avec 12 quand même, mention c'est bien. Donc là, les profs quand même commencent à me prendre au sérieux. Et là, on me dit, bah non, bah Alors, on va commencer à moi, j'ai t'appeler Raffian ou Jean encore? non, là, on commence quand même à me respecter, à me dire, bon, ouais, c'est pas un farfelu, celui-là, au moins, bon, on me respecte comme les autres. Et puis, voilà, arrive le deuxième semestre, je valide aussi, hein, tout en restant dans la mention assez bien. Donc, voilà. À part une épreuve où, voilà, je me suis totalement écroulé. Mais ça arrive, on peut pas être bon sur tout, mais mais ce que j'ai retenu à travers cette formation, c'est que quand on veut, on peut. Voilà, il faut se donner les moyens. Il faut simplement se donner les moyens, se mettre à un niveau. Donc j'ai compris comment fonctionnait le système. Donc voilà, pour les révisions, justement, pour pouvoir mettre au niveau, t'en as des examens. Tu vois, au début d'année, tout le monde part avec des bonnes intentions. Cette année, et je vais changer, je vais corriger tout ce que je remarque à chaque fin d'année, quand il faut réviser, le fait de me dire tout le temps depuis le lycée,
Et si j'avais révisé avant, je serais pas là. Je me suis dit, oui, je vais mettre ça, mais je le mets en place 2, 3 jours. Je me dis, oh, de toute façon, je me connais, je vais pas perdre mon temps. Parce que je faisais, c'est aller, je dormais pas. Moi, je me souviens plein de fois, je dormais pas. Hein. Quand je dis je dormais pas. C'est véridique. Je révisais toute la nuit. J'allais au partiel sans avoir dormi la veille. Hein. Et puis, je revenais dormir. Et je revenais dormir après. Mais j'avais la chance d'avoir des épreuves qui étaient quand même assez éloignées. Et qu'est-ce que tu réponds aux personnes qui disent oui, mais si tu as besoin de réviser toute la nuit, ça veut dire que tu es mal organisé. Est-ce que tu penses que c'est vrai ou tu te dis ben non, j'étais quand même assez bien organisé, mais malgré ça, j'avais quand même besoin de réviser la nuit. Ou est-ce que c'était des doutes de ta part, de ton côté? Tu avais le sentiment que il fallait que tu révises, que tu n'avais pas encore assez révisé. On va dire que vers la fin, c'est vraiment vers la fin, quand je suis rentré dans le monde du travail, que je me suis rendu compte c'est peut-être des doutes, mais non, mais chacun se connaît, chacun s'organise comme on veut. Après, peut-être il y a une part de vérité, peut-être c'est une mauvaise organisation. Combien de fois j'ai entendu dire, ah, ça sert à rien de réviser juste avant de rentrer. Je lui dis, mais oh, c'est bon, t'as ton cerveau, j'ai le mien, quoi. En gros, je me disais ça, hein. Arrête de me déconcentrer. Non, c'est le système que j'avais trouvé pour moi pour observer le travail, mais bien sûr que j'aurais aimé m'organiser, hein, comme je l'ai dit, au début d'année, hein, chaque début d'année, je me dis, oh oui, cette année, vous allez voir, je vais faire des fiches, je m'achetais des fiches Bristol, et j'arrivais, j'écrivais, puis je arrêtais et tout. Mais à la fin, voilà, pour rattraper le retard, et peut-être il y avait une part de doute, tout simplement. Bah, je révisais comme ça. Ça a porté ses frais. De toute façon, tu as validé ton master. Oui, Master 1, oui. Et à la fin, bah, on nous dit, tu sais, on est sur le Master. Et Master 1, à l'époque, c'était pas automatique du Master 2. En revanche, cette année-là, enfin, l'année qui allait suivre, c'était la première année où vous allez créer le Master 2. Je regarde le programme, le prof qui était là, quand même, enfin, la responsable qui était là, plutôt, avait quand même un penchant dans la doctrine, tu vois, un truc quand même qui était tout taillé pour les personnes qui allaient poursuivre un doctorat, enfin faire de recherche, qui n'était pas assez professionnel. J'ai parlé avec des profs, voilà, je leur ai demandé, ils m'ont dit, franchement, pas mal dans le droit de l'urbanisme, là, M1, vous voyez tout, qu'est-ce que vous allez faire de la doctrine, savoir qu'un tel a dit l'année, je sais pas quoi, ça va vous servir à quoi si c'est pas de recherche après, franchement, bon, bravo, hein, ça va vous faire un master 2, c'est bon. Bah, je vois tout le monde, hein, qui fait ses demandes droite à gauche, hein, je sais pas quoi, dans des files et tout. Moi, j'avais la chance d'avoir, que Albi, on est à 45 minutes de Toulouse. J'ai une cousine qui y habite, je me dis, bon, allez, bon, je vais faire sachant que là, je garde à l'idée, parce que quand je quittais Mayotte pour, après ma licence, le stage que j'ai fait, je vais m'orienter dans le public. Je me dis, tiens, droit des collectivités territoriales, ouais, master 2. Je fais ma demande, hein. Je me dis, bon, je fais ça. De toute façon, si je suis pas pris à Toulouse, je serai pris ici automatiquement. Je demande, donc je viens à Toulouse, c'est presque la fin d'année, on n'a plus d'examen. J'ai un appel de la responsable qui me dit t'es convoqué à un entretien. Je me dis bon, mon dossier est plein. Hein. Je rentre sur Albi. Je te dis, il me dit bon, master droit, Toulouse, tout est beau, tout est bien. J'entre à Albi. Oui, parce qu'il faut savoir que quand j'étais à Albi, pour avoir accès à toutes les ressources, hein, notamment au niveau des bibliothèques universitaires et tout ce genre de choses, c'est une même organisation en termes de ressources. Parfois, on faisait venir des livres depuis à Toulouse et tout. Je me dis, bah, si je vais à Toulouse, ça serait pas mal, hein. Oui, voilà, il y a un meilleur cadre de vie, mais la vie risque d'être chère. Mais je me dis, voilà, quand on veut, il faut se donner les moyens. Donc, je vais rentrer à Albi, aller me préparer, je revois mes cours et tout. Je vais à l'entretien. Je reviens sur Toulouse, j'arrive, la prof, hein, voilà, la responsable, hein, me demande, bah, toi, j'ai vu ton dossier, voilà, moi, je vais pas te demander de faire. Je me dis, moi, je vais pas que tu me sors des cours et tout, non, 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 non. Il veut faire quoi? Quoi ton projet? Là, c'est toujours, tu postules pour le master 2. Oui, là, c'est 2 à Toulouse. Droit des collectivités territoriales. C'est le seul que je demandais, en plus. C'est la seule demande que j'ai faite. Toi, tu veux faire quoi? C'est quoi ton projet? Voilà. Et alors que moi, j'ai passé les 2 derniers jours à me consacrer à réviser les cours et tout. Je me dis, c'est quoi ton projet? Je parlais, on va dire, à cœur ouvert. Je dis, bah, moi, mon but, c'est vraiment de pouvoir me former parce que je vais expliquer la situation de Mayotte. Je viens d'un département où c'est très compliqué. Au jour d'aujourd'hui, on est en manque d'ingénierie. Et je lui ai expliqué pendant mon stage. Faut savoir que pendant mon stage, j'avais fait un stage de 3 mois. J'ai représenté une collectivité territoriale pour leur demande de subvention à la préfecture.
j'étais stagiaire. Stagiaire, je représente la commune quand même. Donc je lui ai expliqué ça, je lui ai dit, ouais, justement, par rapport à ça, moi j'aimerais aujourd'hui me former pour pouvoir avoir toutes les armes, en tout cas, si je peux dire, pour pouvoir avoir toutes les compétences et acquérir, ne serait-ce qu'avoir une expérience ici pour que demain, je puisse apporter le savoir-faire, être et autres à mon jeune département afin qu'on puisse relever tous ces défis parce que c'est le territoire au jour d'aujourd'hui de tous les défis, améliorer notre cadre de vie. Et je lui ai expliqué ça et voilà, je pense elle s'est dit derrière, il y a un projet. Je repars le soir, elle me laisse un message, elle me dit c'est encore officieux, mais je te prends. Voilà. Elle dit c'est Félicitations. encore officieux. Oui, merci. Elle me dit c'est encore officieux, mais je te prends. Et voilà. Et là, tout s'enchaîne. Je dois trouver un logement, donc j'entame les démarches. Pas de logement Crous parce que, faut savoir, vu que mes parents, même si à la retraite, c'est des anciens fonctionnaires, échelon 3 au mieux, pas beaucoup de bourses, donc pas forcément. Toulouse, c'est la ville qui attire, une des villes qui attire le plus d'étudiants et autres. Donc j'ai pas droit à des logements, en tout cas en résidence universitaire, mais je cherche dans le parc privé et je trouve, donc je m'organise. Et comme je fais partie des premiers de la liste, ben, bon, j'étais le deuxième, il me semble. Il me dit, ah, lui, son histoire, moi, ça m'a touché. Et tout de suite, ne serait-ce qu'en la lecture de son dossier, je me suis dit, oui, tu l'as. Et elle a expliqué. Et tu vois, c'est ce genre de choses, c'est gênant. Et tu dis, oui, il vient de Mayotte. Et il me dit, et il y avait aussi une personne qui venait de la Polynésie. Et voilà. Elle a fait on va pas dire une fixette, mais elle nous a mis en lumière en disant, ils sont là parce que derrière il y a un vrai projet. Voilà, c'est quelque chose de réfléchi et voilà. Et les accompagner à pouvoir accomplir leur projet professionnel, ça serait vraiment une richesse pour leur master. Et du coup, bah oui, ça a été une année master 2 de droit des collectivités où on n'apprenait rien de nouveau, hein, en quelque sorte, parce que c'était les bases, mais c'était juste une mise en pratique sur le terrain de ce qu'on avait appris. Et ça a été bien puisque, voilà, j'ai fini le master. Et pour la première fois, j'ai réussi à avoir une mention bien bah, sur un master, hein, quand même. Et je me suis dit, bah, on se donne les moyens, tout simplement, on y arrive. Et c'est ce que je retiens. Ce que je retiens, c'est que Et t'es aussi partie de ce que tu aimais aussi, non? Est-ce que ça joue? ah oui, 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 mais après mon projet, comme j'ai pu le dire, c'est à la suite de vraiment de ma licence pro, où voilà, je savais pas public, prier, je savais qu'il fallait que j'avais envie de travailler dans l'administration. Une fois à Mayotte dans le public, bon, je me suis donné tout simplement les moyens et j'aime, comme tu le dis, j'aimais ça, quoi. J'aime la chose publique et me dire que demain, potentiellement, je peux travailler au service de mes concitoyens pour l'intérêt général afin d'améliorer notre cadre de vie, pouvoir participer de manière active en tant qu'agent à la construction de tout simplement notre cité, bah, je me suis dit, non. Quoi de plus gratifiant? Prends juste l'exemple. Quand j'étais en master 1, j'allais au master 2, on avait fait des demandes de subventions, j'ai pu le dire, hein, j'avais représenté la commune pour, par exemple, tout simplement l'éclairage public. C'est chose de basique. Et quand je suis retourné à Mayotte, j'ai vu que le travail que j'avais porté sous la direction du DST, du directeur des services techniques, pour obtenir des subventions pour pouvoir remplacer ne serait-ce que les lampadaires afin de passer au LED, donc ce qui veut dire moins de consommation d'énergie, et qui dit moins de consommation d'énergie, des économies qui vont être générées pour pouvoir dans les années suivantes investir sur autre chose. Je me suis dit mais oui, mon travail a payé. Et quand je passe devant, elle me dit ah oui, quand même j'ai Ça, c'est contribué moi. quand même. Mais oui, même si je me dis c'est pas trop argent, mais je me dis oui, j'ai contribué modestement, mais j'ai contribué. Et à la fin de ce master-là, quand j'ai fini, je me dis le mieux pour moi, c'est d'avoir une expérience avant de rentrer, tout simplement, à Mayotte. En Donc, parlant de ça, donc là, tu es diplômé, tu as ton master. C'est un master. Est-ce que tu peux redire l'intitulé du master, s'il te plaît? alors l'intitulé, c'est droit des collectivités territoriales. Et qu'est-ce que tu veux faire à la suite de ce master? La logique, pour une fois, j'essaie d'être logique. Je me suis dit, c'est tout simplement de passer les concours de la fonction publique territoriale, certains qui passent les IRA, voilà. J'ai le choix de passer les concours, il y a le concours d'attaché et le concours de rédacteur. En fait, rédacteur, c'est rédacteur, c'est catégorie B, attaché territorial, c'est catégorie A. Donc, je passe le rédacteur, je dis step by step, on fait les choses Et étape le par étape, tout rédacteur, il simplement. fait quoi?
Alors, le rédacteur, il occupe des missions, enfin, surtout des fonctions d'expertise ou d'analyse sur certains sujets. Parfois, il peut être chef de service ou autre. L'attaché territorial, lui, s'occupe des fonctions de conception ou de direction, tout simplement. Ou il peut être chargé de mission sur un sujet donné. Donc, je passe le B. Déjà, dans le premier temps, dans la collectivité de Toulouse Métropole en tant que contractuel. Ça, des contrats de trois à 2 mois. Donc, je me dis, je vais faire ça le temps que le concours s'ouvre et surtout dans l'optique de pouvoir avoir une première expérience parce que c'est vrai que entre les stages et être salarié, c'est pas forcément la même chose. En parlant de ce premier boulot, de ce premier emploi, comment est-ce que tu l'as trouvé? Ce que j'ai fait, dans le master, on payait, on avait un prestataire, pas un prestataire, c'est un organisme qui s'appelle le CDG, Centre de Gestion 31, qui intervient. Bon, on paye, je pense, une soixantaine d'euros, on paye 60 euros, et voilà, ils viennent, ils nous accompagnent sur pas mal de choses. Donc, après, à l'issue de la formation, ils ont un vivier, on va dire simplement une base de données pour les petits remplacements dans des communes, ce genre de choses pour les études. Alors que je me suis inscrit à ce truc-là. Ils m'avaient appelé une première fois, hein. Voilà. Mais bon, il a fallu que je me plaigne. Je dis, mais vous m'appelez jamais, comment ça se fait alors que d'autres sont appelés tout le temps. Ils m'ont dit, non, c'est en fonction des zones qu'on a renseignées, voilà, parfois on peut être appelé. Bon, il a fallu que je gueule, on m'appelle dans une petite commune pour un remplacement. Moi, je leur explique et voilà, finalement ça s'est passé parce qu'on m'a appelé que la personne qui partait, je pense que c'est un congé mater ou ce genre de choses, bah, il n'avait pas le temps de me former. Il dit, bah, vous voulez un remplaçant, mais vous n'avez pas le temps de me former. Enfin, le former, il y a certains process qui sont propres à chaque collectivité, à chaque boîte. Tout le monde c'est pas forcément, même si moi je fais avec ma théorie. La théorie, elle est la même pour tout le monde, mais vous avez un logiciel, vous avez votre façon de faire. Moi, je vais pas arriver avec mes propres méthodes. Ils ont refusé, je postule à Toulouse Métropole. Par contre, là, j'envoie une candidature spontanée. J'envoie, ils me répondent, ils me disent, OK, on a eu votre CV, on ne manquera pas de vous appeler s'il y a des opportunités qui s'ouvrent. Donc, voilà. Ils m'appellent une première fois. Bon, ça a pris après 3-4 mois quand même. Après la première fois, je passe un entretien et l'entretien, bah, pareil, comme pour la première, convocation que j'avais eue dans une autre commune, on me dit, en gros, tu maîtrises pas le logiciel et on a envie d'avoir quelqu'un tout de suite qui est opérationnel. Bon, pas grave, mais 2 semaines plus tard, il y a une autre direction de la même collectivité qui m'appelle et me dit, si j'étais toujours libre, intéressé. Je dis oui, passe l'entretien. À l'issue de l'entretien, on me dit, bah, pourquoi on t'a pas pris parce que tu avais dit que tu avais eu un entretien dans une autre direction. Je leur explique, il me dit, bah, ils nous disent clairement, bah, c'est très petit, quoi. T'as envie d'avoir un renfort, les renforts, faut les former et je suis désolé, hein, c'est pas tout le monde qui maîtrise nos logiciels, hein. C'est pas tout le monde, il faut les former. Donc, voilà. Et puis, voilà, j'étais recruté là-bas et je me suis, voilà. Il a fallu une petite porte s'ouvre et puis que je puisse rentrer. Et avec ce premier boulot, est-ce que tu avais des attentes particulières et pour lesquelles, quand tu es arrivé, tu t'es dit, ben j'avais des attentes, mais finalement c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, ou au contraire, ça a répondu complètement à tes attentes? Non, j'avais pas forcément d'attente. Je disais que ces postes-là allaient plutôt m'aider dans la préparation de mes concours parce que c'est vrai que tu rentres dans l'administration en tant que contractuel, c'est pas ce qu'il y a de plus sécurisant, quoi. C'est pas sécure du tout parce que on te prolonge tous les 2 semaines, enfin 2 semaines tous les mois, tous les 2-3 mois. Tu te dis non, peut-être que demain ils ont pas besoin de moi, je vais partir. Et moi, ce qui était dans ma tête, c'est avoir quelque chose de stable. Donc je prends l'expérience et cette expérience-là, je pourrais le valoriser sur les concours que je veux faire, que j'aurai à faire. Et je me suis voilà donné à la tâche, peu importe ce qu'on me confie, même si j'ai eu des collègues pour ta titre de comparaison qu'on a fait le même master, ils ont dit moi jamais je fais ça, hein. Jamais. C'est de l'exécution, hein. L'exécution, c'est du catégorie C. Je me dis non, c'est comme ça qu'on apprend. Donc tu étais plutôt dans un état d'esprit de je fais beaucoup pour apprendre rapidement.
Oui, c'est surtout ça, hein. Je me dis, je suis là pour apprendre. Et pour mieux terner les choses, quoi de mieux que d'être dans le bain. Et oui, c'est certes, c'est de l'exécution, mais pour moi, on apprend autant dans l'exécution, des postes de catégorie C que dans les postes de catégorie A. Parce que je peux te dire qu'il y a des gens qui arrivent, qui ont aucune expérience, qui vont arriver en catégorie A et qui ne connaîtront pas le métier, qui ne savent pas le métier, qui ne savent pas, et qui vont arriver avec un discours qui sera totalement en décalage avec la réalité de terrain. Est-ce que tu peux nous expliquer les catégories? Alors, il y a trois, quatre, bon, il y a, ouais, trois ou quatre, hein, parce que après, on va partir du catégorie C, ce sont des gens qui font des missions d'exécution. De manière générale, voilà, des missions de simple exécution ils exécutent. T'as des catégories B qui sont là, qui ont des missions c'est pas de l'exécution, mais d'application. Ce sont des missions d'application. Donc, ils peuvent mettre en place certaines choses, des procédures, peuvent se voir confier de responsabilités de management. Après, t'as les catégories A qui sont à la conception de missions, peuvent être chargées de missions spécifiques et qui peuvent aussi occuper des missions de direction. Après, en haut, t'as les administrateurs, c'est les A+, hein, donc eux, c'est tout c'est les directeurs, c'est le management, tout ça. Enfin, après, ça dépend, les administrateurs, c'est à partir d'un certain seuil d'habitants qui sont là. Par exemple, sur Toulouse, c'est une grande ville, il y a des administrateurs. Par exemple, une petite commune de moins de 3000 habitants, ils peuvent pas avoir d'administrateur. Ok, je vois. Du coup, une personne peut commencer de la catégorie C et arriver à la catégorie A. Oui. Ah oui, tout à fait. Après, bon, on va prendre mon exemple, hein. Moi, après, j'étais pas catégorie, j'étais pas titulaire, hein. Mais j'étais simple contractuel. Voilà, même si j'avais un contrat de catégorie B, oui, il y en a, hein. Moi, par exemple, on a l'ancien chef que j'avais, et il m'a dit elle a commencé en tant que dans l'exécution. Après, elle a passé ses concours et aujourd'hui, elle est attachée territoriale principale. Oui, c'est le concours. Après, certains concours, ils sont ouverts avec des niveaux, hein. D'une manière générale, c'est catégorie C, ça demande pas forcément de qualification. Catégorie B, c'est plus le bac plus 2. Et catégorie A, c'est licence, hein. Donc là, tu es dans le milieu professionnel, tu travailles en contractuel. Est-ce que tu as en tête un retour à Mayotte ou pas? Oui, c'est toujours, c'est ce qui a guidé mon parcours. D'aujourd'hui, sûr que demain, j'envisage, je me vois installé là-bas, je me vois retourner et pour pouvoir apporter tout ce que j'ai pu acquérir, toute l'expérience que j'ai pu engranger ici, le mettre en application là-bas. Ça, c'est indéniable. Mais une des conditions, c'était d'avoir de l'expérience ici avant de descendre. C'était ça. Oui, oui, avoir une expérience, hein, mais surtout obtenir aussi des concours. Parce que j'ai pas envie de partir là-bas et que je sois à la merci des CI. Donc parce que le fait d'avoir les concours, ça apporte quand même une certaine stabilité. Donc là, on s'approche un peu de la fin. Donc, je vais me mettre à la place d'un étudiant. Je vais te poser quelques questions. C'est des questions, par exemple, c'est un étudiant qui a des doutes ou qui veut faire quelque chose, mais il ne sait pas quoi choisir, il ne sait pas trop comment faire. Donc, je vais te poser, je vais juste te poser trois questions et tu vas me répondre en une phrase. Je ne sais pas quoi choisir entre université et école. Qu'est-ce que je fais? Sur quoi je dois me baser pour choisir? Moi, je dirais plutôt se baser sur ses capacités et sur ce qu'on a réellement envie de faire derrière. Et je suis en seconde actuellement, mais je ne sais pas si j'ai un compte bancaire. Je pense même que le compte est à zéro si j'en ai un. J'ai entendu qu'il faut avoir de l'argent avant de partir faire ses études ailleurs, en France par exemple. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire actuellement pour être prêt avant le départ? C'est de le préparer. De faire toutes ces formalités, de mettre l'argent de côté, parce que c'est vrai que l'installation coûte assez cher, même si au jour d'aujourd'hui, hein, pour les étudiants à Mayotte, il y a des aides. Mais les aides n'arrivent pas forcément au moment où on en a besoin, hein. Donc, parfois, on peut attendre plusieurs mois avant que les aides arrivent. Donc, c'est le préparer, mettre de l'argent de côté. Et comment je me prépare en mettant de l'argent de côté? Parce que, enfin, toi comme moi, on sait, quand on est à Mayotte, on n'a pas forcément cette culture-là de travailler avant, en étant lycéen, de travailler avant de partir faire ses études supérieures. Est-ce que actuellement, ou dans ton entourage, pardon, tu as entendu quelqu'un le dire ou t'as entendu quelqu'un le faire avant de partir? Il y a très peu qui travaillent. Il y a très peu qui travaillent, mais quand même, ça a le mérite d'exister à Mayotte. On va prendre simplement les Chicois, les maires en général. Bah,
dès qu'ils voient que leurs enfants sont en première ou maintenant encore plus, hein, ou en terminale, bah, ils mettent l'argent de côté. Ils préparent. Aujourd'hui, ils sont plus, avisés. Donc aujourd'hui, ils sont un peu plus près, enfin, ils ont Ah plus oui, d'informations. oui, ils ont plus d'informations et dès que leur enfant passe en lycée aujourd'hui, hein, la majeure partie essaie de leur ouvrir un compte et pour qu'ils mettent de l'argent de côté. C'est mieux préparé, contrairement à avant où c'était quand même assez compliqué. Aujourd'hui, ils se préparent mieux, ils mettent de l'argent, puis ils font le fameux chicoura, une sorte de tontine et voilà, mais ils préparent en tout cas. Je pense que la majorité des parents, ils ont compris ça. Mais tu me conseilles quand même au cas où de travailler aussi, de mettre de l'argent de côté avant de partir. Après travailler, ça va être toujours une bonne expérience parce que en travaillant et en gagnant de l'argent, on prend conscience de beaucoup de choses. On prend conscience que dans la vie, rien n'est donné et tout se mérite, tout simplement. Et le fait de se dire, OK, je vais travailler pour me constituer une petite enveloppe pour pouvoir payer mes frais à venir, c'est déjà un premier pas vers une certaine responsabilité parce que maman, papa ne sera plus derrière pour payer les factures. Enfin, en tout cas, ils seront pas tout le temps là. Alors qu'à Mayotte, comme on le sait, en général, voilà, c'est maman, papa qui paye tout. Ici, quand on arrive ici, voilà, on a une dotation, on a un peu d'argent, ils chargent à nous de nous gérer. Il y a quelque chose qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est sur l'éducation financière. Est-ce que toi, tu avais reçu cette éducation-là? Est-ce que tu savais comment gérer ton argent du coup? Non, non, du tout, du tout, du tout. Bah, moi, quand je suis arrivé ici, je suis arrivé avec beaucoup d'argent. La première chose que j'ai fait, je suis allé acheter un iPhone, hein, donc, non, 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 j'ai flambé avec, hein, donc, non, non, non. Ça, c'est un vrai souci et je pense que c'est sur ça qu'il faudrait aussi vraiment travailler. Parce que quand on parle en tout cas beaucoup de gens, c'est la première fois que les parents vont leur donner leur carte de bancaire, parce que maintenant, comme je l'ai dit, les parents, certains commencé déjà avec cette culture-là, bon, l'enfant, il est là, à un certain âge, il va mettre de l'argent sur un compte bloqué, il va pouvoir se payer son permis, il va pouvoir se payer ses études, en tout cas, supporter certaines charges. Et quand on quitte l'île, on nous remet la carte. Et du coup, on voit autant d'argent. On n'a jamais vu autant d'argent. On voit autant d'argent. On se retrouve avec 10 000, 15 000, certains. J'ai vu des gens, hein. Et beaucoup, ils dilapident de tout. De 3 mois, il n'y a plus rien. Parce que t'arrives, tu veux te faire plaisir, tu veux acheter des choses que t'as jamais achetées, tu veux faire comme tout le monde. C'est vraiment de mimétisme. Donc, tu dépenses à tout bout de champ. Non, non, au jour d'aujourd'hui, il y a tout un travail à faire là-dessus. Je suis tout à fait d'accord, parce que moi, peut-être aussi, j'avais pu bénéficier de ce genre de choses. Ça m'aurait permis de moins être victime de cette société de consommation à mes débuts, ça c'est sûr. Je ne sais pas si ça peut aider, mais là, j'ai commencé un podcast qui s'appelle Petit sou, gros sou de Nidouar Daoud. Il a l'air pas mal et c'est vraiment sur l'éducation financière. Donc, à voir, ben là, je suis qu'au début, donc je sais pas trop, quand tu es étudiant, est-ce que ça va vraiment t'aider ou on verra, on verra. Donc là, je suis en train d'écouter, on verra. J'en parlerai peut-être une autre. De toute façon, toutes les conseils sont bienvenus parce que nous, à part nous donner de l'argent, cet argent de poche, mais c'est quoi à Mayotte? Je sais pas maintenant, hein, mais à l'époque, c'était pas des milliers, c'était pas des, on pouvait rien faire avec, hein. Au pire, on pouvait s'acheter 2, 3 sucettes, et c'était tout, hein. Mais là, on se retrouve livré à nous-mêmes alors qu'on a des factures. En fait, on visualise pas tous les charges qu'il y a derrière, tous les charges qu'on doit payer. Donc, oui, il y a un travail, il y a un volet, hein, un volet financier, doit être mis en place pour justement apprendre à gérer, voilà, c'est pas parce que on attend dans son compte qu'on doit tout cramer au bout de 2 mois. Non, on doit se gérer de façon à pouvoir assurer les charges qui vont venir et surtout à pouvoir aussi mettre de côté parce que au jour d'aujourd'hui, moi je pense que c'est vraiment un vrai problème qu'on a nous, c'est que on a du mal à se constituer des parts. À partir du moment où on voit l'argent, je pense que ça nous dérange, on se dit oh non mais Anna, je vais consommer. Alors que non, on peut l'investir autrement et surtout plus intelligemment plutôt que de le mettre sur des futilités et demain appeler papa, maman, écoutez, moi, là, j'ai à peine de quoi manger, j'ai des difficultés. Au fait, tant qu'on a l'argent, on se dit, on le consomme mais le problème, c'est que à la fin, on pourra jamais se préserver, enfin,
garder un matelas, enfin, on va dire tout simplement de l'argent de côté, c'est en cas de problème, parce que on sait jamais, parfois des problèmes, on a des problèmes qui nous tombent et on se retrouve sans rien, alors qu'on peut anticiper, on peut mettre un montant de sécurité, tout simplement mettre quelque chose pour pallier à d'éventuels problèmes. Ça marche. Et du coup, dernière mise en situation, enfin, comment choisir entre grande ville ou petite ville? Moi, j'avais fait le choix de choisir des petites villes où j'avais des connaissances. Tout simplement, moi, j'ai préféré, il y a que Toulouse qui est une grande ville. Mais moi, je conseillerais plutôt de partir sur des petites villes qui sont sympas, qui coûtent pas cher et voilà. En termes d'études, il y a rien de mieux. Ça marche. Merci beaucoup. Et quelle est la leçon la plus précieuse que tu as appris tout au long de ton parcours scolaire ou professionnel que tu aimerais partager avec nos auditeurs? La leçon, c'est que moi, je me suis dit, malgré les difficultés qu'on a pu rencontrer à Mayotte, parce que contrairement aux étudiants, aux personnes qui ont grandi en France hexagonale, contrairement à eux, ils ont eu un parcours scolaire qui est, on va dire, à peu près sans embûches, voilà, qui était tout tracé avec des ressources et tout. Nous, à Mayotte, on n'a pas eu cette chance-là. Notamment, moi je me souviens, mais la maternelle, primaire, c'était en rotation, hein, soit le matin, soit l'après-midi. J'avais pas tout ce patrimoine culturel, contrairement à certains. Ici, il y a des bibliothèques et tout. Nous, on avait certes peut-être une bibliothèque, mais il y avait que des bandes dessinées de Tintin et que Titeuf. Ici, ils ont pas mal de choses. Et ce que je retiens, c'est peu importe de là où tu viens, à partir du moment où tu te donnes les moyens, tu peux y arriver. Et c'est ça, peu importe les difficultés, donne-toi juste les moyens. Après le reste, ça va aller, hein. Si au jour d'aujourd'hui j'ai pu réussir les concours, voilà, en passant les concours de la fonction publique, comme j'ai pu le dire, pour pouvoir me stabiliser dans la fonction publique territoriale, je me suis dit, c'est une question d'envie, peu importe, même si tu as connu des situations compliquées, même si tel a eu un parcours qui a été sans, voilà, où il avait disposé de tout, toi tu disposais pas de grandes choses, mais à partir du moment où tu as envie de t'en sortir, tu peux t'en sortir. Et si tu te donnes le moyen, il y a rien de mieux pour réussir. Merci, parce que c'est le message qu'on veut faire passer dans notre podcast, c'est que peu importe d'où tu viens, peu importe tes problèmes, il va y avoir une solution. Tu peux trouver une solution. Donc, est-ce qu'on peut te contacter? Est-ce qu'il y a, par exemple, un étudiant qui est intéressé par ton parcours peut te contacter? Si oui, où est-ce qu'il peut te contacter? Oui, et l'étudiant a envie de mes conseils, hein. Il y a sur LinkedIn que je suis présent au nom de Ali Swadi Rassioun. Donc voilà, où il y a mon adresse mail ration.as@gmail.com. Donc voilà, si je peux donner des conseils à ceux qui veulent suivre la même voie ou même une autre voie, mais éviter de tomber sur des erreurs peut-être que moi j'ai pu commettre en leur destinant quelques conseils, je suis disponible. Merci beaucoup. Et pour finir, enfin, je vais te donner le contexte. Donc, j'ai écouté un podcast qui s'appelle CTA, Clean the Airwave. L'autre a reçu une dame qui s'appelle Rina et lui a demandé, quand tu étais petite, tu voulais faire quoi? Elle a répondu, j'ai lu dans un livre qu'il ne fallait pas demander à un enfant qu'est-ce que tu veux faire plus tard, mais quel problème tu veux résoudre plus tard. Donc moi, je te repose la question, est-ce que tu as, dans tes souvenirs, à un moment, eu l'impression qu'il fallait que tu résous un problème dans le monde? Oui, de manière générale, j'ai pu dire, ma mère elle travaille à l'hôpital, et forcément, j'allais souvent le rendre et on voyait déjà malade et on rêvait, enfin, en tout cas, je rêvais personnellement de me dire, oui, peut-être que si les docteurs, bah, si un tel échoue, moi, si je restais moi, bah, j'allais pas échouer, j'allais toujours réussir à sauver les gens. Et oui, il y a ça qui revient, soit c'est ça, pour les métiers, je veux dire, oui d'être docteur, hein. Après, on rêvait tous, enfin, je rêvais d'être un footballeur, mais malheureusement. Voilà, mais en termes de fait métier, si je peux le dire, c'est sûr que métier de docteur, bah, ça me plaisait bien, mais voilà, je, je me suis vite, en grandissant, je me suis vite dit, peut-être c'est pas fait pour moi, parce que on disait que c'était des études assez longues.
Et comme j'ai pu le dire, j'étais pas quelqu'un de très très assidu aussi, donc j'avais une méthode. Et pour la petite information, c'est que à Poitiers, j'avais des amis qui faisaient médecine, et je peux te dire que ils ne vivaient pas. Voilà, c'était tout le temps à la BU, tout le temps. Et c'est pas cette vie-là que je voulais mener, je pense. Peut-être Dieu ne fait pas les choses au hasard, hein. Donc, merci beaucoup, Rafi, d'être venu à Insulaire et d'avoir partagé ton parcours, qui sera, je l'espère, inspirant pour beaucoup de nos étudiants. Donc, merci beaucoup. Merci. Merci encore de nous avoir écoutés. J'espère que tu as pris autant plaisir que nous lors de l'enregistrement à écouter cet épisode. N'hésite surtout pas à nous laisser 5 étoiles si l'épisode t'a plu, nous laisser un petit commentaire pour nous faire part de tes retours. Quant à moi, je te dis à très vite avec un nouvel invité dans Insulaire Podcast.